Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo, je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Un chant de Noël de Charles Dickens, aussi connu sous le titre Un conte de Noël. Sur cette œuvre, c'est notre troisième épisode ce soir. Comme d'habitude, je vous inviterai en rediffusion sur YouTube à checker la barre de lecture de la vidéo ainsi que la description de la vidéo si vous voulez vous y retrouver au sein de cette vidéo, c'est-à-dire avoir des timecodes, des chapitrages vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement à la lecture et surtout directement à l'endroit qui vous plaira. Je vous invite également à jeter un œil à l'onglet playlist, puisque vous y trouverez la playlist Et si on lisait un chant de Noël, tout simplement avec les épisodes précédents et aussi à venir, puisqu'il y aura la collection complète, ce serait illogique autrement. Et ce soir est un grand live, un grand jour, un jour plein d'excitation pour moi, puisque plein de choses se bousculent dans mon esprit. Bonsoir, l'écoute aux portes, bienvenue sur ce live. Plein de choses se bousculent dans mon esprit. On va commencer par quoi? On va commencer par dire que nous sommes mardi, c'est le premier live de la semaine, mais c'est loin d'être le dernier, puisque ça y est, le calendrier de l'avant, de la fin de saison est lancé, les amis. On en a parlé maintes et maintes fois. On en a parlé notamment lors du live In My Head introspection que j'ai fait jeudi. J'ai décidé de faire beaucoup de live, de terminer l'année en beauté avant la période des fêtes. Pendant la période des fêtes, je ne vais pas avoir d'activité sur les réseaux, quasiment pas. Et du coup, je me suis dit, avant cette inactivité de quelques semaines, environ du 20 décembre à début janvier, grosso modo, ça sera à peu près 2 à 3 semaines, je pense. Eh bien, autant profiter de ces derniers instants qu'on a ensemble en 2021. Et donc, faire un petit calendrier de l'avant. Alors, qu'est-ce que j'entends par calendrier de l'avant? Forcément, c'est pas calendrier pour mener jusqu'à Noël, puisque je vous ai dit à l'instant que j'allais arrêter les lives aux alentours du 20, donc pas forcément le 24, etc. Bref, le calendrier n'est pas le même sur ma planète, ok? Mais vous l'aurez compris, moi le but c'est plutôt de fêter la fin de saison de live, même si je vais pas fêter ça que par les lives, puisque grosso modo ce que je me suis dit, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, mais en fait même à partir d'hier, j'allais proposer un contenu par jour. Je vais essayer de m'y tenir, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, savoir si je suis capable et comment je le vivrais, comment je le sentirais de faire des lives très très régulièrement. Donc sachez que cette semaine, il va y avoir un contenu par jour. Ça a commencé hier avec un contenu tout spécial dont je vais parler dans quelques instants. Mais vu que vous regardez les lives, j'imagine que c'est ce qui vous intéresse en priorité. Je vous dis donc, ce soir et vendredi 21h, live de lecture, un chant de Noël de Charles Dickens. On termine cette lecture. Et une fois qu'on aura terminé cette lecture, jusqu'à la fin de l'année, le mardi et le vendredi, ça sera des lives de lecture aussi, en quelque sorte, mais un petit peu différents, puisqu'il s'agira de lives de découverte de l'univers de League of Legends. League of Legends étant un jeu vidéo qui possède un univers étendu avec notamment des nouvelles. Et donc, ça sera des épisodes de lecture de nouvelles concernant l'univers de ce jeu vidéo, grosso modo. Une émission que je faisais il y a de cela quelques mois encore. Sinon, pour la suite de cette semaine, demain, jeudi et samedi à 14h, il y aura du gaming. Je ne sais pas si je ferai le même jeu pour les 3 jours. C'est possible, comme c'est possible que non. En tout cas, il y a de fortes chances, de fortes présomptions que cela ne tombe sur le jeu Ruin King League of Legends Story. Encore une fois, League of Legends, c'est un peu un espèce de jeu spin-off de l'univers League of Legends. Et ça, je vous assure à 2000% que ça arrivera demain pour le coup. Demain, je commence ce jeu-là parce que j'ai juste trop hâte d'y mettre les mains. Donc voilà, demain 14h, ça sera là-dessus. Et sinon, il est possible également qu'on parte sur le jeu The Survivalist, qui est des mêmes développeurs qui ont fait la série The Escapist. Donc voilà, un The Escapist, deux jeux que j'avais particulièrement kiffé. J'espère que The Survivalist me fera le même effet, ça fait longtemps que je vais le tester également. Et ça sera peut-être en multijoueur, et ça sera peut-être avec Walkyrax par exemple. J'aurai peut-être deux, trois autres
qu'on perd une fois de temps en temps, à voir encore, c'est en discussion on va dire, mais c'est une possibilité. Voilà, voilou. Dimanche, pas de live, alors vous vous dites mais quoi, mais il n'y a pas du contenu tous les jours. Alors peut-être qu'il y aura un live pas prévu, peut-être, je ne sais pas encore, mais surtout il y a la veillée du dimanche, donc voilà, c'est ça que je veux dire aussi, c'est que mon calendrier de l'Avent n'implique pas un live par jour, ça implique vraiment un contenu sur mes différents réseaux par jour, minimum, et donc ce dimanche il y aura la veillée de 21h à minuit, comme d'habitude sur mon Discord, je serai disponible en vocal, pour discuter, pour jouer à des jeux de société, à des jeux vidéo ensemble. On s'amuse bien, c'est toujours très fun, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Et je ferai peut-être aussi un post sur Insta, enfin un post, oui si un post, où je joue de la batterie, je ne sais pas encore, mais je pense que je ferai ça. J'ai prévu pas mal de choses, si ça vous intéresse d'avoir quelque chose de plus complet, on en a beaucoup parlé dans l'épisode In My Head Introspection. Et sur cette fin d'année, il y aura des lectures, de la découverte d'univers, de la musique, de l'improvisation avec le retour du format Ça me rappelle une histoire. Euh, voilà, ça va être varié. Ça va être varié, il va y avoir beaucoup de choses. Dernière chose dont je voulais parler dans cette intro de live, j'essaie de faire rapide pour pas que ça n'empiète de trop sur la lecture quand même. Dernière chose que je voulais dont je voulais parler avant le début de ce live, de cette lecture plutôt. Il s'agit de la sortie de mon livre. Ça y est, je vous en parle depuis longtemps. Mon livre est sorti, mon livre est disponible sur Amazon. Si vous faites la commande livre dans le chat Twitch, ça vous balance un lien directement pour aller sur la page produit de mon livre. Et de la même manière, je vais rendre le lien petit à petit disponible sur toutes mes plateformes. Donc vous vous en doutez, au moment où je mets cette rediffusion en ligne sur YouTube, vous pouvez aller checker la description de la vidéo et se trouvera un lien permettant d'acheter mon livre Triptyque sur Amazon pour le prix de 9,50 €. Voilà, voilou. Triptyque, ça fait très longtemps que j'en parle. J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois et je vais encore vous en parler à diverses occasions parce que je prévois quelques, pas événements, je vais pas dire événements, mais je prévois quelques occasions d'en parler de nouveau. Donc voilà, je vais essayer de ne pas rentrer dans le détail et de ne pas être trop chiant. Sachez simplement que une bonne moitié de Triptyque se compose justement de Triptyque, qui est un recueil de poèmes, et une petite moitié est composée des textes Les Écrivains, qui sont des chroniques un petit peu acides, un petit peu acerbes. Et puis, en plus de cela, il y a une interface qui sert de postface aux poésies et de préface aux chroniques. Voilà à peu près ce que vous pourrez trouver dans ce livre. Je ne l'ai pas pris là, tiens, je suis un peu bête. Mais en même temps, pour le moment, je n'ai même pas encore moi-même reçu la version finale. Je n'ai reçu que des versions prototypes. Donc pour le moment, j'ai encore un gros bandeau avec écrit non destiné à la vente dessus. Donc une fois que j'aurai vraiment la version finale, comme celle que vous allez vous-même recevoir, les amis, eh bien, je vous la montrerai en live. Je ferai même des vidéos sur ma chaîne YouTube, je pense, dédiées à cela, ou sur Insta, etc. Enfin bref, sachez que forcément, c'est entre guillemets ma grosse actu. C'est mon petit bébé. Donc, forcément, je vais en parler encore quelques temps. Et d'ores et déjà, un énorme merci pour l'accueil que vous avez fait. Ça m'a fait super plaisir. Je ne pensais pas que vous étiez autant à l'attendre, en quelque sorte. Et ouais, je pensais pas avoir autant de retours si agréables, si gentils. Donc merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà commandé. Je pense que vous êtes déjà plus d'une grosse dizaine à l'avoir commandé. Je pense que vous êtes déjà plus d'une grosse dizaine à l'avoir commandé de ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas les chiffres en direct. Il y a un petit décalage, donc je les aurai bientôt. Et rien que pour ça, merci à tous, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. J'espère qu'une fois que vous l'aurez entre les mains, il vous plaira. Et n'hésitez pas à me faire des retours à toute étape du processus. C'est-à-dire, quand vous le recevez, n'hésitez pas à me faire un retour sur la couverture, sur la qualité, etc. globale. Est-ce que la livraison a été longue? Est-ce que la qualité est cool? Est-ce que vous appréciez la couverture? Etc., etc. Et une fois que vous l'avez lu,
Est-ce que vous avez aimé ce qu'il y avait dedans? Est-ce que vous avez aimé le contenu? Est-ce que ça a été une lecture qui vous a plu? Voilà, vraiment, je prends vos retours à tout moment du processus. N'hésitez pas aussi à balancer des photos et même à me taguer sur les différents réseaux sociaux pour me montrer votre photo ou quoi que ce soit, ou en privé hein, si vous préférez. Moi, ça me fera super plaisir d'avoir ces retours et de voir que c'est une réalité quelque part, de voir que je suis pas le seul. Déjà, avoir moi-même mon propre livre, ça m'a fait une petite émotion et c'est quand même quelque chose. Mais de voir que d'autres personnes ont mon livre, je crois que ça va me faire vraiment quelque chose. Donc n'hésitez pas, ce sera un plaisir de recevoir et de voir tout ça. Et du coup, l'écoute aux portes qui traduit bien dans le chat l'accueil super chaleureux que vous m'avez fait sur ce livre. Donc merci encore, merci encore. Merci également à ceux qui m'ont follow pendant que j'étais en off sur Twitch. Donc merci à Eldrid et à Valentin. Je pense avoir fait le tour de mon actu en quelque sorte. Le calendrier de l'Avent, le bouquin, ça fait déjà beaucoup de choses. Si vous voulez en apprendre davantage et dans le détail, je vous invite à suivre mon actu prochaine, puisque, comme je le disais, je vais sûrement beaucoup parler du livre dans les temps à venir, faire des vidéos qui lui seront dédiées, voire des lives qui lui seront dédiés. Et également, n'hésitez pas à regarder le dernier épisode, le 3e épisode de la série Introspection in My Head, puisque je parle pas mal du processus jusqu'à la sortie du bouquin, ainsi que de ce que je prévois de faire en cette fin d'année 2021, au début d'année 2022, et ensuite, dans un futur un peu plus lointain, mais quand même assez proche, l'air de rien, le prochain gros projet que j'aimerais mettre sur place, mettre sur pied après ce livre. Voilà, voilou. Bien, je suis content, j'ai l'impression d'avoir réussi à être plutôt succinct et plutôt intelligible. C'est pas facile pour moi. On va pouvoir se lancer dans la lecture du soir, un chant de Noël de Charles Dickens. Pour le moment, on a lu les 2 premiers couplets et donc on a vu le premier des 3 esprits. C'était très très sympathique, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. J'ai l'impression que vous aussi, pour le moment, on est vraiment tous à fond dedans a priori. Et j'ai une grande hâte de poursuivre cette lecture qu'on terminera donc vendredi. Euh, Parce que le personnage de Scrooge, la dernière fois, on l'a découvert du coup via des flashbacks de ses Noëls passés. Et on a peut-être un petit peu plus compris ou au moins identifié quelle a été son évolution vers ce personnage quand même assez acariâtre. C'est très sympa. C'est très sympa. Je suis vraiment bien pris dedans pour le moment. Et j'ai hâte de voir la suite. La plume de Charles Dickens en plus me semble plutôt poétique et plutôt agréable jusqu'à présent. Donc c'est très cool. Bien, je vous invite à vous installer, chers amis, à prendre à manger, à boire comme d'habitude, à vaquer à vos occupations en toute quiétude, et à passer un agréable moment, je vous le souhaite, en ma compagnie. Santé. Merci les couteaux portes de me rassurer. Et là, je suis de plus en plus dans l'époque Noël, dans mon esprit. Déjà avec cette lecture, mais en plus avec le calendrier de l'Avent que je me suis inventé, etc. Je sais pas, je trouve. Je m'enjaille de plus en plus, et là, la fin de l'année me rend de plus en plus joyeux. C'est aussi la sortie de mon livre, j'imagine, mais je me mets de plus en plus dans un mood hyper joyeux, c'est trop bien. Donc voilà, je vous éclabousse de joie et j'essaie de vous le faire partager. On est parti. Bonne écoute à toi, l'écoute aux portes. Bonne écoute à tous ceux qui seraient dans l'ombre du chat Twitch et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. Je ne ferai qu'une pause ce soir parce que la lecture est un petit peu plus longue, mais j'ai fait une intro assez longue déjà, donc autant se faire 2 bons gros bouts de lecture. Allez, à tout à l'heure. 3e couplet. Le second des 3 esprits. Réveillé au milieu d'un ronflement d'une force prodigieuse, et s'asseyant sur son lit pour recueillir ses pensées, Scrooge n'eut pas besoin qu'on lui dît que l'horloge allait de nouveau sonner 1 heure. Il sentit de lui-même qu'il reprenait connaissance juste à point nommé, pour se mettre en rapport avec le second messager qui lui serait envoyé par l'intervention de Jacob Marley. Mais trouvant très désagréable le frisson qu'il éprouvait en restant là, à se demander lequel de ses rideaux tirerait ce nouveau spectre, il les tira tous les 2 de ses propres mains, puis, se laissant retomber sur son oreiller,
il tint l'œil au guet tout autour de son lit, car il désirait affronter bravement l'esprit au moment de son apparition, et n'avait pas envie d'être assailli par surprise, ni de se laisser dominer par une trop vive émotion. Messieurs les esprits forts, habitués à ne douter de rien, qui se piquent d'être blasés sur tous les genres d'émotions, et de se trouver, à toute heure, à la hauteur des circonstances, expriment la vaste étendue de leur courage impassible en face des aventures imprévues, en se déclarant prêts à tout, depuis une partie de croix ou pile jusqu'à une partie d'honneur. C'est ainsi, je crois, qu'on appelle l'homicide. Entre ces deux extrêmes, Scrooge entra timidement, inclinant la tête devant l'esprit. Ce n'était plus le Scrooge rechigné d'autrefois, et, quoique les yeux du spectre fussent doux et bienveillants, il baissait les siens devant lui. Attendez, j'ai fait une énorme erreur. Ça ne m'était jamais arrivé en plusieurs années de lecture. J'ai passé une page. Je me disais aussi ça n'a aucun sens. Je reprends du coup, à la phrase précédente. Entre ces deux extrêmes, il se trouve sans aucun doute un champ assez spacieux et une grande variété de sujets. Sans vouloir faire de Scrooge un matamore si farouche, je ne saurais m'empêcher de vous prier de croire qu'il était prêt aussi à défier un nombre presque infini d'apparitions étranges et fantastiques, et à ne se laisser étonner par quoi que ce fût en ce genre, depuis la vue d'un enfant au berceau jusqu'à celle d'un rhinocéros. Mais s'il s'attendait presque à tout, il n'était, par le fait, nullement préparé à ce qu'il n'y eût rien, et c'est pourquoi, quand l'horloge vint à sonner 1 heure, et qu'aucun fantôme ne lui apparut, il fut pris d'un frisson violent, et se mit à trembler de tous ses membres. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure se passèrent. Rien ne se montra. Pendant tout ce temps, il demeura étendu sur son lit, où se réunissaient comme en un point central les rayons d'une lumière rougeâtre qui l'éclaira tout entier quand l'horloge annonça l'heure. Cette lumière toute seule lui causait plus d'alarme qu'une douzaine de spectres, car il ne pouvait en comprendre ni la signification ni la cause, et parfois il craignait d'être en ce moment un cas intéressant de combustion spontanée, sans avoir au moins la consolation de le savoir. À la fin, cependant, il commença à penser, comme vous et moi l'aurions pensé d'abord, car c'est toujours la personne qui ne se trouve point dans l'embarras qui sait ce qu'on aurait dû faire alors, et ce qu'elle aurait fait incontestablement. À la fin, dis-je, il commença à penser que le foyer mystérieux de cette lumière fantastique pourrait être dans la chambre voisine, d'où, en la suivant pour ainsi dire à la trace, on reconnaissait qu'elle semblait s'échapper. Cette idée s'empara si complètement de son esprit qu'il se leva aussitôt tout doucement, mit ses pantoufles et se glissa sans bruit du côté de la porte. Au moment où Scrooge mettait la main sur la serrure, une voix étrange l'appela par son nom et lui dit d'entrer. Il obéit. C'était bien son salon, il n'y avait pas le moindre doute à cet égard, mais son salon avait subi une transformation surprenante. Les murs et le plafond étaient si richement décorés de guirlandes de feuillage verdoyant qu'on eût dit un bosquet véritable dont toutes les branches reluisaient de baies cramoisies. Les feuilles lustrées du houx, du gui et du lierre reflétaient la lumière comme si on y avait suspendu une infinité de petits miroirs. Dans la cheminée flambait un feu magnifique, tel que ce foyer morne et froid comme la pierre n'en avait jamais connu, autant de Scrooge de Marley, ni depuis bien des hivers. On voyait, entassés sur le plancher, pour former une sorte de trône, des dindes, des oies, du gibier de toute espèce, des volailles grasses, des viandes froides, des cochons de lait, des jambons, des aunes de saucisses, des pâtés de hachis, des plum pudding, des barils d'huîtres, des marrons rôtis, des pommes vermeilles, des oranges juteuses, des poires succulentes, d'immenses gâteaux des rois et des bols de punch bouillants qui obscurcissaient la chambre de leurs délicieuses vapeurs. Un joyeux géant, superbe à voir, s'étalait à l'aise sur ce lit de repos. Il portait à la main une torche allumée, dont la forme se rapprochait assez d'une corne d'abondance, et il l'éleva au-dessus de sa tête pour que sa lumière vînt frapper Scrooge, lorsque ce dernier regarda au travers de la porte entrebâillée. « Entrez !» s'écria le fantôme. « Entrez, n'ayez pas peur de faire plus ample connaissance avec moi, mon ami !» Scrooge entra timidement, inclinant la tête devant l'esprit. Ce n'était plus le Scrooge rechigné d'autrefois, et, quoique les yeux du spectre fussent doux et bienveillants, il baissait les siens devant lui. « Je suis l'esprit de Noël présent, » dit le fantôme. « Regardez-moi !» Scrooge obéit avec respect. Ce Noël-là était vêtu d'une simple robe ou tunique, d'un vert foncé, bordée d'une fourrure blanche.
Elle retombait si négligemment sur son corps que sa large poitrine demeurait découverte, comme s'il eût dédaigné de chercher à se cacher ou à se garantir par aucun artifice. Ses pieds, qu'on pouvait voir sous les amples plis de cette robe, étaient nus pareillement, et sur sa tête, il ne portait pas d'autre coiffure qu'une couronne de houx, semée çà et là de petits glaçons brillants. Les longues boucles de sa chevelure brune flottaient en liberté. Elles étaient aussi libres que sa figure était franche, son œil étincelant, sa main ouverte, sa voix joyeuse, ses manières dépouillées de toute contrainte et son air riant. Un antique fourreau était suspendu à sa ceinture, mais sans épée, et à demi rongé par la rouille. « Vous n'avez encore jamais vu mon semblable !» s'écria l'esprit. « Jamais !» répondit Scrooge. « Est-ce que vous n'avez jamais fait route avec les plus jeunes membres de ma famille? Je veux dire, car je suis très jeune, mes frères aînés de ces dernières années, » poursuivit le fantôme. « Je ne le crois pas, » dit Scrooge. « J'ai peur que non. Est-ce que vous avez eu beaucoup de frères, esprit? »« Plus de 1800, » dit le spectre. « Une famille terriblement nombreuse, quelle dépense !» murmura Scrooge. Le fantôme de Noël, présent, se leva. « Esprit, » dit Scrooge avec soumission, « conduisez-moi où vous voudrez. Je suis sorti la nuit dernière malgré moi, et j'ai reçu une leçon qui commence à porter son fruit. Ce soir, si vous avez quelque chose à m'apprendre, je ne demande pas mieux que d'en faire mon profit. »« Touchez ma robe. » Scrooge obéit et se cramponna à sa robe. Houx, gui, baies rouges, lierre, dinde, oie, gibier, volaille, jambon, viande, cochon de lait, saucisses, huîtres, pâté, pudding, fruits et punch, tout s'évanouit à l'instant. La chambre, le feu, la lueur rougeâtre, la nuit disparurent de même. Ils se trouvèrent dans les rues de la ville, le matin de Noël, où les gens, sous l'impression d'un froid un peu vif, faisaient partout un genre de musique, quelque peu sauvage, mais avec un entrain dont le bruit n'était pas sans charme, en raclant la neige qui couvrait les trottoirs devant leur maison, ou en la balayant de leur gouttière, d'où elle tombait dans la rue à la grande joie des enfants ravis de la voir ainsi rouler, en autant de petites avalanches artificielles. Les façades des maisons paraissaient bien noires et les fenêtres encore davantage, par le contraste qu'elles offraient avec la nappe de neige unie et blanche qui s'étendait sur les toits, et celle même qui recouvrait la terre, quoiqu'elle fût moins virginale. Car la couche supérieure en avait été comme labourée en sillon profond, par les roues pesantes des charrettes et des voitures. Ces ornières légères se croisaient et se recroisaient l'une l'autre des milliers de fois au carrefour des principales rues, et formaient un labyrinthe inextricable de rigoles entremêlées, à travers la bourbe jaunâtre durcie sous sa surface et l'eau congelée par le froid. Le ciel était sombre. Les rues les plus étroites disparaissaient, enveloppées dans un épais brouillard qui tombait en verglas, et dont les atomes les plus pesants descendaient en une averse de suie, comme si toutes les cheminées de la Grande-Bretagne avaient pris feu, de concert, et se ramenaient elles-mêmes à cœur joie. Londres, ni son climat, n'avaient rien de bien agréable. Cependant, on remarquait partout dehors un air d'allégresse, que le plus beau jour et le plus brillant soleil d'été se seraient en vain efforcés d'y répandre. En effet, les hommes qui déblayaient les toits paraissaient joyeux et de bonne humeur. Ils s'appelaient d'une maison à l'autre, et de temps en temps échangeaient en plaisantant une boule de neige, projectile assurément plus inoffensif que maint sarcasme, riant de tout leur cœur quand elle atteignait le but, et de grand cœur aussi quand elle venait à le manquer. Les boutiques de marchands de volailles étaient encore à moitié ouvertes, celles des fruitiers brillaient de toute leur splendeur. Ici de gros paniers ronds, au ventre rebondi, pleins de superbes marrons, s'étalant sur les portes, comme les larges gilets de ces bons vieux gastronomes s'étalent sur leur abdomen, semblaient prêts à tomber dans la rue, victimes de leur corpulence apoplectique. Là, des oignons d'Espagne rougeâtres, hauts en couleur, aux larges flancs, rappelant par cet embonpoint, heureux, les moines de leur patrie, et lançant, du haut de leur tablette, d'agaçantes œillades aux jeunes filles qui passaient en jetant un coup d'œil discret sur les branches de gui suspendues en guirlandes. Puis encore des poires, des pommes amoncelées en pyramides appétissantes, des grappes de raisins que les marchands avaient eu l'attention délicate de suspendre aux endroits les plus exposés à la vue, afin que les amateurs se sentissent venir l'eau à la bouche et pussent se rafraîchir gratis en passant. Des tas de noisettes, moussues et brunes, faisant souvenir, par leur bonne odeur, d'anciennes promenades dans les bois, où l'on avait le plaisir d'enfoncer jusqu'à la cheville au milieu des feuilles sèches. Des biffins de Norfolk, dodues et brunes, qui faisaient ressortir la teinte dorée des oranges et des citrons,
et semblaient se recommander avec instance par leur volume et leur apparence juteuse, pour qu'on les emportât dans des sacs de papier, afin de les manger au dessert. Les poissons d'or et d'argent eux-mêmes, exposés dans des bocaux parmi ces fruits de choix, quoique appartenant à une race triste et apathique, paraissaient s'apercevoir, tout poissons qu'ils étaient, qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, allaient et venaient, ouvrant la bouche tout autour de leur petit univers, dans un état d'agitation hébétée. Et les épiciers donc, oh les épiciers, leurs boutiques étaient presque fermées, moins peut-être un volet ou deux demeuraient ouverts. Mais que de belles choses se laissaient voir à travers ces étroites lacunes. Ce n'était pas seulement le son joyeux de balances retombant sur le comptoir, ou le craquement de la ficelle sous les ciseaux qui la séparent vivement de sa bobine pour envelopper les paquets, ni le cliquetis incessant des boîtes de fer blanc pour servir le thé ou le moka aux pratiques. Pan, pan sur le comptoir, paraît, disparaît, elle voltigeait entre les mains des garçons comme les gobelets d'un escamoteur. Ce n'étaient pas seulement les parfums mélangés du thé et du café si agréables à l'odorat, les raisins secs, si beaux et si abondants, les amandes d'une si éclatante blancheur, les bâtons de cannelle si longs et si droits, les autres épices si délicieuses, les fruits confits si bien glacés et tachetés de sucre candi, que leur vue seule bouleversait les spectateurs les plus indifférents et les faisait sécher d'envie, ni les figues moites et charnues, ou les pruneaux de Tours et d'Agen, à la rougeur modeste au goût acidulé, dans leurs corbeilles richement décorées, ni enfin toutes ces bonnes choses ornées de leur parure de fête. Mais il fallait voir les pratiques, si empressées et si avides de réaliser les espérances du jour qu'elles se bousculaient à la porte, heurtaient violemment l'un contre l'autre, leurs paniers de provisions, oubliaient leurs emplettes sur le comptoir, revenaient les chercher en courant et commettaient mille erreurs semblables de la meilleure humeur du monde, tandis que l'épicier et ses garçons montraient tant de franchise et de rondeur, que les cœurs de cuivre polis avec lesquels ils tenaient attachés par derrière leurs serpillères étaient l'image de leurs propres cœurs exposés au public pour passer une inspection générale. De beaux cœurs dorés, des cœurs à prendre, si vous voulez, mesdemoiselles. Mais bientôt, les cloches appelèrent les bonnes gens à l'église ou à la chapelle. Ils sortirent par troupes pour s'y rendre, remplissant les rues, dans leurs plus beaux habits et avec leurs plus joyeux visages. Au même moment, d'une quantité de petites rues latérales, de passages et de cours sans nom, s'élancèrent une multitude innombrable de personnes, portant leur dîner chez le boulanger pour le mettre au four. La vue de ces pauvres gens chargés de leur festin parut beaucoup intéresser l'esprit, car il se tint, avec Scrooge à ses côtés, sur le seuil d'une boulangerie, et soulevant le couvercle des plats à mesure qu'ils passaient, il arrosait d'encens leur dîner avec sa torche. C'était, en vérité, une torche fort extraordinaire que la sienne, car une fois ou deux, quelques porteurs de dîner s'étant adressé des paroles de colère pour s'être heurtés un peu rudement dans leur empressement, il en fit tomber sur eux quelques gouttes d'eau, et aussitôt ces hommes reprirent toute leur bonne humeur, s'écriant que c'était une honte de se quereller un jour de Noël. Et rien de plus vrai, mon Dieu, rien de plus vrai. Peu à peu, les cloches se turent, les boutiques de boulangers se fermèrent, mais il y avait comme un avant-goût réjouissant de tous ces dîners et des progrès de leur cuisson dans la vapeur humide qui dégelait en l'air le dessus de chaque four, dont le carreau fumait comme s'il cuisait avec les plats. « Y a-t-il donc une saveur particulière dans ces gouttes que vous faites tomber de votre torche en la secouant » demanda Scrooge. « Certainement, il y a ma saveur, à moi. »« Est-ce qu'elle peut se communiquer à toute espèce de dîner aujourd'hui » demanda Scrooge. « À tout dîner offert cordialement, et surtout aux plus pauvres. »« Pourquoi aux plus pauvres ?»« Parce que ce sont ceux qui en ont le plus besoin. »« Esprit, » dit Scrooge, après un instant de réflexion. « Je m'étonne alors que, parmi tous les êtres qui remplissent les mondes situés autour de nous, des esprits comme vous se soient chargés d'une commission si peu charitable, celle de priver ces pauvres gens des occasions qui s'offrent à eux de prendre un plaisir innocent. »« Moi » s'écria l'esprit. « Oui, puisque vous les privez du moyen de dîner tous les 8 jours, et cela le seul jour souvent où l'on puisse dire qu'ils dînent, continua Scrooge. N'est-ce pas vrai ?»« Moi » s'écria l'esprit. « Certainement. N'est-ce pas vous qui cherchez à faire fermer ces fours le jour du sabbat » dit Scrooge. « Et cela ne revient-il pas au même ?»« Moi, je cherche cela » s'écria l'esprit. « Pardonnez-moi si je me trompe. Cela se fait en votre nom, ou du moins au nom de votre famille, » dit Scrooge. « Il y a, » répondit l'esprit, « sur cette terre où vous habitez, des hommes qui ont la prétention de nous connaître, et qui,
sous notre nom, ne font que servir leurs passions coupables, l'orgueil, la méchanceté, la haine, l'envie, la bigoterie et l'égoïsme. Mais ils sont aussi étrangers à nous et à toute notre famille, que s'ils n'avaient jamais vu le jour. Rappelez-vous cela, et une autre fois rendez-les responsables de leurs actes, mais non pas nous. » Scrooge le lui promit. Alors ils se transportèrent, invisibles comme ils l'avaient été jusque-là, dans les faubourgs de la ville. Une faculté remarquable du spectre, Scrooge l'avait observé déjà chez le boulanger, était de pouvoir, nonobstant sa taille gigantesque, s'arranger de toute place, sans s'être gêné, en sorte que, sous le toit le plus bas, il conservait la même grâce, la même majesté surnaturelle qu'il eût pu le faire sous la voûte la plus élevée d'un palais. Peut-être était-ce le plaisir qu'éprouvait le bon esprit à faire montre de cette faculté singulière, ou bien encore la tendance de sa nature bienveillante, généreuse, cordiale, et sa sympathie pour les pauvres qui le conduisit tout droit chez le commis de Scrooge. C'est là, en effet, qu'il porta ses pas, emmenant avec lui Scrooge, toujours cramponné à sa robe. Sur le seuil de la porte, l'esprit sourit et s'arrêta pour bénir, en l'aspergeant de sa torche, la demeure de Bob Cratchit. Voyez, Bob n'avait lui-même que 15 bobs par semaine. Chaque samedi, il n'empochait que 15 exemplaires de son nom de baptême. Et pourtant, le fantôme de Noël présent n'en bénit pas moins sa petite maison composée de 4 chambres. Alors se leva Mistress Cratchit, la femme de Cratchit, pauvrement vêtue d'une robe retournée, mais en revanche, toute parée de rubans bon marché, de ces rubans qui produisent, ma foi, un joli effet, pour la bagatelle de 12 sous. Elle mettait le couvert, aidée de Belinda Cratchit, la seconde de ses filles, tout aussi enrubannée que sa mère, tandis que maître Pierre Cratchit plongeait une fourchette dans la marmite remplie de pommes de terre et ramenait jusque dans sa bouche les coins de son monstrueux col de chemise. Pas précisément son col de chemise, car c'était celle de son père. Mais Bob l'avait prêté ce jour-là, en l'honneur de Noël, à son héritier présomptif, lequel, heureux de se voir si bien attifé, brûlait d'aller montrer son linge dans les parcs fashionables. Et puis, 2 autres petits Cratchit, garçons et filles, se précipitèrent dans la chambre en s'écriant qu'ils venaient de flairer l'oie, devant la boutique du boulanger, et qu'ils l'avaient bien reconnu pour la leur. Ivres d'avance de la pensée d'une bonne sauce à la sauge et à l'oignon, les petits gourmands se mirent à danser de joie autour de la table, et portèrent au nu maître Pierre Cratchit, le cuisinier du jour, tandis que ce dernier, pas du tout fier, quoique son col de chemise fût si copieux qu'il menaçait de l'étouffer, soufflait le feu, jusqu'à ce que les pommes de terre en retard rattrapèrent le temps perdu, et vinrent taper en bouillant au couvercle de la casserole, pour avertir qu'elles étaient bonnes à retirer et à peler. « Qu'est-ce qui peut donc retenir votre excellent père ?» dit Mistress Cratchit. « Et votre frère Tiny Tim, et Martha. Au dernier Noël, elle était déjà arrivée depuis une demi-heure. »« La voilà, la voici, Martha, mère !» s'écria une jeune fille qui parut en même temps. « Voici Martha, mère !» répétèrent les 2 petits Cratchit. « Hurrah! Si vous saviez comme il y a une belle oie, Martha !»« Ah, cher enfant, que le bon Dieu vous bénisse, comme vous venez tard !» dit Mistress Cratchit, l'embrassant d'une 12aine de fois et la débarrassant de son châle et de son chapeau avec une tendresse empressée. « C'est que nous avions beaucoup d'ouvrages à terminer hier soir, ma mère, » répondit la jeune fille, « et ce matin, il a fallu le livrer. »« Bien, bien, n'y pensons plus, puisque vous voilà, » dit Mistress Cratchit. « Allons, asseyez-vous près du feu et chauffez-vous, ma chère enfant. »« Non, non, voici papa qui vient !» crièrent les 2 petits Cratchit qu'on voyait partout en même temps. « Cache-toi, Martha, cache-toi !» Et Martha se cacha. Puis entra le petit Bob, le père Bob, avec son cache-nez pendant de 3 pieds au moins devant lui, sans compter la frange. Ses habits usés, jusqu'à la corde, étaient raccommodés et brossés soigneusement, pour leur donner un air de fête. Bob portait Tiny Tim sur son épaule. Hélas, le pauvre Tiny Tim, il avait une petite béquille et une mécanique en fer pour soutenir ses jambes. « Eh bien, où est notre Martha ?» s'écria Bob Cratchit, en jetant les yeux tout autour de lui. « Elle ne vient pas, » répondit Mistress Cratchit. « Elle ne vient pas ?» dit Bob, frappé d'un abattement soudain, et perdant en un clin d'œil tout cet élan de gaieté avec lequel il avait porté Tiny Tim depuis l'église, toujours courant comme son dada, un vrai cheval de course. « Elle ne vient pas. Un jour de Noël. » Martha ne put supporter de le voir ainsi contrarié, même pour rire. Aussi n'attendit-elle pas plus longtemps pour sortir de sa cachette derrière la porte du cabinet, et courut-elle se jeter dans ses bras,
tandis que les deux petits Cratchit s'emparèrent de Tiny Tim et le portèrent dans la buanderie, afin qu'il pût entendre le pudding chanter dans la casserole. « Et comment s'est comporté le petit Tiny Tim » demanda mistress Cratchit, après qu'elle eut raillé Bob de sa crédulité et que Bob eut embrassé sa fille tout à son aise. « Comme un vrai bijou, dit Bob, et mieux encore. Obligé qu'il est de demeurer si longtemps assis tout seul, il devient réfléchi, et on ne saurait croire toutes les idées qui lui passent par la tête. Il me disait en revenant qu'il espérait avoir été remarqué dans l'église par les fidèles, parce qu'il est estropié, et que les chrétiens doivent aimer, surtout un jour de Noël, à se rappeler celui qui a fait marcher les boiteux et voir les aveugles. » La voix de Bob tremblait en répétant ces mots. Elle trembla plus encore quand il ajouta que Tiny Tim devenait chaque jour plus fort et plus vigoureux. On entendit retentir sur le plancher son active petite béquille, et à l'instant Tiny Tim rentra, escorté par le petit frère et la petite sœur jusqu'à son tabouret près du feu. Alors Bob, retroussant ses manches par économie, comme si, le pauvre garçon, elle pouvait s'user davantage, prit du genièvre et des citrons et en composa dans un bol une sorte de boisson chaude, qu'il fit mijoter sur la plaque après l'avoir agitée dans tous les sens. Pendant ce temps, Maître Pierre et les deux petits Cratchit, qu'on était sûr de trouver partout, allèrent chercher l'oie, qu'ils rapportèrent bientôt en procession triomphale. À voir le tumulte causé par cette apparition, on aurait dit qu'une oie est le plus rare de tous les volatiles, un phénomène emplumé, auprès duquel un signe noir serait un lieu commun. Et, en vérité, une oie était bien en effet une des 7 merveilles dans cette pauvre maison. Mistress Cratchit fit bouillir le jus, préparé d'avance dans une petite casserole. Maître Pierre écrasa les pommes de terre avec une vigueur incroyable. Miss Belinda sucra la sauce aux pommes. Martha essuya les assiettes chaudes. Bob fit asseoir Tiny Tim près de lui à l'un des coins de la table. Les deux petits Cratchit placèrent des chaises pour tout le monde, sans s'oublier eux-mêmes, et, une fois en faction à leur poste, fourrèrent leurs cuillères dans leur bouche, pour ne point céder à la tentation de demander de l'oie avant que vînt leur tour d'être servi. Enfin, les plats furent mis sur la table et l'on dit le Bénédicité, suivi d'un moment de silence général, lorsque mistress Cratchit, promenant lentement son regard le long du couteau à découper, se prépara à le plonger dans les flancs de la bête. Mais à peine l'eut-elle fait, à peine la farce si longtemps attendue se fut-elle précipitée par cette ouverture, qu'un murmure de bonheur éclata tout autour de la table, et Tiny Tim lui-même, excité par les deux petits Cratchit, frappa sur la table avec le manche de son couteau, et cria d'une voix faible « Hurrah !» Jamais on ne vit oie pareille. Bob dit qu'il ne croyait pas qu'on en eût jamais fait cuire une semblable. Sa tendreté, sa saveur, sa grosseur, son bon marché furent le texte commenté par l'admiration universelle. Avec la sauce aux pommes et la purée de pommes de terre, elle suffit amplement pour le dîner de toute la famille. « En vérité, dit mistress Cratchit, apercevant un petit atome d'os resté sur un plat, on n'a pas seulement pu manger tout. Et pourtant, tout le monde en avait eu à bouche, que veux-tu. Et les deux petits Cratchit, en particulier, étaient barbouillés jusqu'aux yeux de sauce à la sauge et à l'oignon. Mais alors, les assiettes ayant été changées par Miss Belinda, mistress Cratchit sortit seule, trop émue pour supporter la présence de témoins, afin d'aller chercher le pudding et de l'apporter sur la table. Supposez qu'il soit manqué, supposez qu'il se brise quand on le retournera, supposez que quelqu'un ait sauté par-dessus le mur de l'arrière-cour et l'ait volé pendant qu'on se régalait de l'oie. À cette supposition, les deux petits Cratchit devinrent blêmes. Il n'y avait pas d'horreur dont on ne fît la supposition. Oh oh, quelle vapeur épaisse! Le pudding était tiré du chaudron. Quelle bonne odeur de lessive! C'était le linge qui l'enveloppait. Quel mélange d'odeurs appétissantes qui rappellent le restaurateur, le pâtissier de la maison à côté et la blanchisseuse sa voisine. C'était le pudding. Après une demi-minute à peine d'absence, mistress Cratchit rentrait, le visage animé mais souriante et toute glorieuse avec le pudding, semblable à un boulet de canon tacheté, si dur, si ferme, nageant au milieu d'un quart de pinte d'eau-de-vie enflammée et surmonté de la branche de houx consacrée à Noël. Oh, quel merveilleux pudding! Bob Cratchit déclara, et cela d'un ton calme et sérieux, qu'il le regardait comme le chef-d'œuvre de mistress Cratchit depuis leur mariage. Mistress Cratchit répondit qu'à présent qu'elle n'avait plus ce poids sur le cœur, elle avouerait qu'elle avait eu quelques doutes sur la quantité de farine. Chacun eut quelque chose à en dire, mais personne ne s'avisa de dire, s'il le pensa, que c'était un bien petit pudding pour une si nombreuse famille. Franchement, c'eût été bien vilain de le penser ou de le dire. Il n'y a pas de Cratchit qui n'en eût rougi de honte.
Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. Nous marquons une courte pause. Est-ce que je viens de passer toute une partie de lecture sans être passé sur mon setup lecture? C'est ça qui s'est passé? Je crois que c'est ce que je viens de faire. Mince, mince, mince. Je m'en suis pas rendu compte. Décidément, ce soir, rien ne va. Est-ce que je... Est-ce que je me suis laissé distraire par quelque chose? Je sais pas. Je ne sais pas. Je crois que j'ai pas changé le setup. Enfin, j'ai pas changé l'overlay, quoi. J'ai l'impression d'avoir un petit peu tracé dans ma lecture. J'espère que ça a été quand même relativement compréhensible pour vous. J'ai l'impression d'avoir peut-être un petit peu été rapide, d'avoir eu un débit rapide. Mais en même temps, je trouve que ça s'y prêtait. euh, Je trouve que ça s'y prêtait par moment. Parce qu'on était quand même beaucoup dans le sentiment de bienveillance, de générosité que représente l'esprit de Noël présent. Et ouais, ce truc un petit peu de faste, d'abondance comme ça. Je trouvais que très souvent, et d'émerveillement en fait, c'est un peu ça. Ouais, c'est carrément ça. Je pense que là, ce qui est en train d'être montré et peut-être démontré à Scrooge, entre guillemets, c'est tout ce côté émerveillement que peut apporter la fête de Noël. J'aurais tendance à dire les fêtes de manière globale, mais... euh, donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est illustré, et du coup je trouve que ça allait bien avec le fait de lire parfois avec un débit un petit peu enjoué et donc rapide. J'espère malgré tout que ça n'a pas été trop rapide et que ça ne vous a pas, que ça ne vous a pas perdu, que ça vous a pas fait sortir de la lecture. Euh, mais ouais, je sais pas, ce soir j'ai un sentiment bizarre. Je sais pas si j'ai bien fait, si j'ai mal fait. D'habitude, j'arrive plutôt assez bien, je pense, à dire si j'ai été performant ou non. Là, j'ai du mal à dire. Enfin bon, bref. Hum, Moi, je trouve que le rythme doit être soutenu vu les descriptions de nourriture, etc. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. La célébrité qui te monte à la tête. What? Pourquoi tu dis ça, Zika? En tout cas, bonsoir, Zikael. Et encore merci d'avoir commandé mon livre, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va plutôt bien, merci de demander. Ça va plutôt bien. Comme je disais en début de live, en ce moment, j'ai l'impression d'aller vraiment de mieux en mieux. Plus on approche des fêtes, plus je vais bien, j'ai l'impression. Je pense que j'ai à la fois l'excitation des fêtes, à la fois la sortie de mon livre qui maintenant est du passé, entre guillemets, même s'il va y avoir encore des choses à mettre en place. Mais maintenant que c'est sorti, maintenant que c'est disponible pour tout le monde, ça me fait une sorte de satisfaction, de soulagement, etc. Donc je suis très content. Et ouais, tout ça fait que en ce moment je vais vraiment bien. Et le calendrier de l'avant, pardon, le calendrier de l'avant également, ça me hype particulièrement et j'ai très hâte de jouer à certains jeux notamment, mais aussi de faire certains types de live. Donc ouais, en ce moment je suis vraiment dans un bon mood, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Et je suis hypé, et je suis content, et je suis enthousiaste. Voilà quoi. Et peut-être même, pour être franc, peut-être même que la lecture d'un chant de Noël de Dickens participe à ma joie actuelle, parce que justement ça me met dans un mood. Je trouve il y a vraiment une ambiance particulière dans cette lecture, ouais, qui met complètement dans un délire. Qui met complètement dans un délire des fêtes en fait, et de l'émerveillement des fêtes. Tu demandais si quelque chose te perturbait, je te disais la célébrité. Ah, d'accord. N'importe quoi. Tu sais, je suis très loin d'être célèbre, très très loin. Et je sais pas, bah, je suppose que ça change forcément. Je pense que ça change forcément n'importe qui à un degré plus ou moins fort. Mais je sais pas si je pourrais prendre la grosse tête. Ça dépend. J'imagine que si demain je vendais
12 milliards de bouquins et que je faisais 12 milliards de vues sur mes vidéos et ainsi de suite, ouais, ça ferait un changement si soudain qu'il y aurait un moment d'adaptation peut-être pénible. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est trop dans ma nature d'avoir ça. Bref. En général, les grands albums illustrés de ce conte sont très beaux avec des illustrations fouillées. Ouais, je trouve ça m'étonne pas. Je trouve que ça peut vraiment donner des belles choses. Et encore une fois, ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu autant d'adaptations de ce roman, parce que, enfin, de ce conte, de ce chant, parce que ça s'y prête bien. Ça s'y prête très bien. Je suis vraiment, j'ai pas grand chose à dire. C'est ça le truc. J'ai pas grand chose à dire sur cette lecture. J'ai l'impression. Si ce n'est que c'est exactement le classique de Noël tel qu'on pourrait l'imaginer, et que c'est peut-être même Charles Dickens lui-même qui a instauré ces cadres, entre guillemets. Mais ouais, je trouve que c'est particulièrement réussi, particulièrement cool. Pour être honnête, si j'essaie de continuer quand même à donner mon avis sur les lectures et à critiquer quand même un petit peu, de manière négative ou positive, je dirais peut-être que c'est pas le passage de lecture que j'ai préféré jusqu'à présent. Parce que je veux suivre l'histoire de Scrooge et de l'esprit de Noël, qui lui est attitré en quelque sorte. Et que là, on a quand même beaucoup plus de narration générale, où on va pas tellement s'attarder sur ces personnages-là, mais plus sur l'ambiance globale, où du coup les nouveaux persos qu'on a rencontrés ici, à savoir la famille Cratchit, très, très étrange comme nom de famille, j'ai l'impression, mais voilà. J'attends de voir maintenant quelle va être en quelque sorte l'interaction directe ou indirecte et simultanée ou a posteriori qu'aura euh, euh, qu'aura dans l'esprit de Scrooge le fait que qu'il ait été emmené par le deuxième esprit, le second esprit, voir cette famille. Je me perds dans ce que je dis, je me perds. Je fais des phrases alambiquées au possible. Bref, comme je le disais, j'ai pas forcément grand chose à dire de plus. Je vous propose donc de plutôt repartir sur la lecture et de ne pas trop s'éparpiller. Je te souhaite une bonne écoute, l'écoute aux portes, une bonne écoute Zikael. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. La découpe que j'ai opérée dans ma lecture est complètement arbitraire. Du coup, je vais relire la phrase précédente pour vous remettre dedans, même deux phrases précédentes pour vous remettre un peu dedans. Voilà. Hmm, ouais. En gros, on parle du pudding qu'a réalisé Mistress Cratchit. Et je vais reprendre là-dessus un petit peu. Et donc, je suis reparti pour, j'imagine, une trentaine de minutes de lecture, un truc comme ça à peu près. Bref, à tout à l'heure les amis pour l'outro du live. Troisième couplet, le second des trois esprits, suite et fin. Mistress Cratchit répondit qu'à présent qu'elle n'avait plus ce poids sur le cœur, elle avouerait qu'elle avait eu quelques doutes sur la quantité de farine. Chacun eut quelque chose à en dire, mais personne ne s'avisa de dire, s'il le pensa, que c'était un bien petit pudding pour une si nombreuse famille. Franchement, c'eût été bien vilain de le penser ou de le dire. Il n'y a pas de Cratchit qui n'en eût rougi de honte. Enfin, le dîner achevé, on enleva la nappe, un coup de balai fut donné au foyer, et le feu ravivé. Le grog fabriqué par Bob, ayant été goûté et trouvé parfait, on mit des pommes et des oranges sur la table, et une grosse poignée de marrons sous les cendres. Alors toute la famille se rangea autour du foyer en cercle, comme disait Bob Cratchit, il voulait dire en demi-cercle. On mit près de Bob tous les cristaux de la famille, à savoir 2 verres à boire et un petit verre à servir la crème dont l'anse était cassée. Qu'est-ce que cela dit? Il n'en contenait pas moins la liqueur bouillante puisée dans le bol tout aussi bien que des gobelets d'or auraient pu le faire, et Bob la servit avec des yeux rayonnants de joie, tandis que les marrons se fendaient avec fracas et pétillaient sous la cendre. Alors Bob proposa ce toast. Un joyeux Noël pour nous tous, mes amis. Que Dieu nous bénisse.
La famille entière fit écho. Que Dieu bénisse chacun de nous, dit Tiny Tim, le dernier de tous. Il était assis très près de son père sur son tabouret. Bob tenait sa petite main flétrie dans la sienne, comme s'il eût voulu lui donner une marque plus particulière de sa tendresse, et le garder à ses côtés de peur qu'on ne vînt le lui enlever. Esprit, dit Scrooge, avec un intérêt qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Dites-moi si Tiny Tim vivra. Je vois une place vacante au coin du pauvre foyer, répondit le spectre, et une béquille sans propriétaire qu'on garde soigneusement. Si mon successeur ne change rien à ces images, l'enfant mourra. Non, non, dit Scrooge. Oh non, bon esprit, dites qu'il sera épargné. Si mon successeur ne change rien à ces images, qui sont l'avenir, reprit le fantôme, aucun autre de ma race ne le trouvera ici. Eh bien après, s'il meurt, il diminuera le superflu de la population. Scrooge baissa la tête lorsqu'il entendit l'esprit répéter ses propres paroles, et il se sentit pénétré de douleur et de repentir. Homme, fit le spectre, si vous avez un cœur d'homme et non de pierre, cessez d'employer ce jargon odieux jusqu'à ce que vous ayez appris ce que c'est que ce superflu et où il se trouve. Voulez-vous donc décider quels hommes doivent vivre et quels hommes doivent mourir? Il se peut qu'aux yeux de Dieu, vous soyez moins dignes de vivre que des millions de créatures semblables à l'enfant de ce pauvre homme. Grand Dieu, entendre l'insecte sur la feuille déclarer qu'il y a trop d'insectes vivants parmi ses frères affamés dans la poussière. Scrooge s'humilia devant la réprimande de l'esprit, et, tout tremblant, abaissa ses regards vers la terre. Mais il les releva bientôt en entendant prononcer son nom. « À Monsieur Scrooge, disait Bob. Je veux vous proposer la santé de Monsieur Scrooge, le patron de notre petit gala. Un beau patron, ma foi, s'écria Madame Cratchit, rouge d'émotion. Je voudrais le tenir ici. Je lui en servirais un gala de ma façon, et il faudrait qu'il eût bon appétit pour s'en régaler. Ma chère, reprit Bob, les enfants, le jour de Noël. Il faut en effet que ce soit le jour de Noël, continua-t-elle, pour qu'on boive à la santé d'un homme aussi odieux, aussi avare, aussi dur et aussi insensible que M. Scrooge. Vous savez s'il est tout cela, Robert. Personne ne le sait mieux que vous, pauvre ami. Ma chère, répondit Bob doucement, le jour de Noël. Je boirai à sa santé pour l'amour de vous et en l'honneur de ce jour, dit mistress Cratchit, mais non pour lui. Je lui souhaite donc une longue vie, joyeux Noël et heureuse année. Voilà-t-il pas de quoi le rendre bien heureux et bien joyeux? J'en doute. Les enfants burent à la santé de M. Scrooge après leur mère. C'était la première chose qu'ils ne fissent pas ce jour-là de bon cœur. Tiny Tim but le dernier, mais il aurait bien donné son toast pour dessous. Scrooge était l'ogre de la famille. La mention de son nom jeta sur cette petite fête un sombre nuage, qui ne se dissipa complètement qu'après 5 grandes minutes. Ce temps écoulé, ils furent 10 fois plus gais qu'avant, dès qu'on en eut entièrement fini avec cet épouvantail de Scrooge. Bob Cratchit leur apprit qu'il avait en vue pour Master Pierre une place qui lui rapporterait, en cas de réussite, 5 shillings 6 pence par semaine. Les deux petits Cratchit rirent comme des fous en pensant que Pierre allait entrer dans les affaires, et Pierre lui-même regarda le feu d'un air pensif entre les deux pointes de son col, comme s'il se consultait déjà pour savoir quelle sorte de placement il honorerait de son choix quand il serait en possession de ce revenu embarrassant. Martha, pauvre apprentie chez une marchande de mode, raconta alors quelle espèce d'ouvrage elle avait à faire, combien d'heures elle travaillait sans s'arrêter, et se réjouit d'avance à la pensée qu'elle pourrait demeurer fort tard au lit le lendemain matin, jour de repos passé à la maison. Elle ajouta qu'elle avait vu, peu de jours auparavant, une comtesse et un lord, et que le lord était bien à peu près de la taille de Pierre, sur quoi Pierre tira si haut son col de chemise que vous n'auriez pu apercevoir sa tête si vous aviez été là. Pendant tout ce temps, les marrons et le pot au grog circulaient à la ronde, puis Tiny Tim se mit à chanter une ballade sur un enfant égaré au milieu des neiges. Tiny Tim avait une petite voix plaintive et chanta sa romance à merveille, ma foi. Il n'y avait rien dans tout cela de bien aristocratique. Ce n'était pas une belle famille. Ils n'étaient bien vêtus ni les uns ni les autres. Leurs souliers étaient loin d'être imperméables, leurs habits n'étaient pas cossus. Pierre pouvait bien même avoir fait la connaissance, j'en mettrai ma main au feu, avec la boutique de quelques fripiers. Cependant, ils étaient heureux, reconnaissants, charmés les uns des autres et contents de leur sort.
et au moment où Scrooge les quitta, ils semblaient de plus en plus heureux encore à la lueur des étincelles que la torche de l'esprit répandait sur eux. Aussi les suivit-il du regard, et en particulier Tiny Tim, sur lequel il tint l'œil fixé jusqu'au bout. Cependant la nuit était venue, sombre et noire. La neige tombait à gros flocons, et tandis que Scrooge parcourait les rues avec l'esprit, l'éclat des feux pétillait dans les cuisines, dans les salons, partout, avec un effet merveilleux. Ici, la flamme vacillante laissait voir les préparatifs d'un bon petit dîner de famille, avec les assiettes qui chauffaient devant le feu et des rideaux épais d'un rouge foncé, qu'on allait tirer bientôt pour empêcher le froid et l'obscurité de la rue. Là, tous les enfants de la maison s'élançaient dehors dans la neige au-devant de leurs sœurs mariées, de leurs frères, de leurs cousins, de leurs oncles, de leurs tantes, pour être les premiers à leur dire bonjour. Ailleurs, les silhouettes des convives réunis se dessinaient sur les stores. Un groupe de belles jeunes filles, encapuchonnées, chaussées de souliers fourrés et causant toutes à la fois, se rendaient d'un pied léger chez quelques voisins. Malheur alors aux célibataires, les rusées magiciennes, elles le savaient bien, qui les y verraient faire leur entrée avec leur teint vermeil animé par le froid. À en juger par le nombre de ceux qu'ils rencontraient sur leur route, se rendant à d'amicales réunions, vous auriez pu croire qu'il ne restait plus personne dans les maisons pour leur donner la bienvenue à leur arrivée, quoique ce fût tout le contraire. Pas une maison où l'on attendit compagnie, pas une cheminée où l'on eût empilé le charbon jusqu'à la gorge. Aussi, Dieu du ciel, comme l'esprit était ravi d'aise, comme il découvrait sa large poitrine, comme il ouvrait sa vaste main, comme il planait au-dessus de cette foule, déversant avec générosité sa joie vive et innocente sur tout ce qui se trouvait à sa portée. Il n'y eut pas jusqu'à l'allumeur de réverbères qui, dans sa course devant lui, marquant de points lumineux les rues ténébreuses, tout habillé déjà pour aller passer sa soirée quelque part, ne se mit à rire aux éclats lorsque l'esprit passa près de lui, bien qu'il ne sût pas, le brave homme, qu'il eut en ce moment pour compagnie Noël en personne. Tout à coup, sans que le spectre eût dit un seul mot pour préparer son compagnon à ce brusque changement, ils se trouvèrent au milieu d'un marais triste, désert, parsemé de monstrueux tas de pierres brutes, comme si c'eût été un cimetière de géants. L'eau s'y répandait partout où elle voulait, elle n'avait pas d'autre obstacle que la gelée qui la retenait prisonnière. Il ne venait rien dans ce triste lieu, si ce n'est de la mousse, des genêts et une herbe chétive et rude. À l'horizon, du côté de l'ouest, le soleil couchant avait laissé une traînée de feu d'un rouge ardent, qui illumina un instant ce paysage désolé, comme le regard étincelant d'un œil sombre dont les paupières s'abaissent peu à peu, jusqu'à se fermer tout à fait, et qui finit par se perdre complètement dans l'obscurité d'une nuit épaisse. « Où sommes-nous » demanda Scrooge. « Nous sommes où vivent les mineurs, ceux qui travaillent dans les entrailles de la terre, » répondit l'esprit. « Mais ils me reconnaissent. Regardez !» Une lumière brilla à la fenêtre d'une pauvre hutte, et ils se dirigèrent rapidement de ce côté. Passant à travers le mur de pierres et de boue, ils trouvèrent une joyeuse compagnie assemblée autour d'un feu splendide. Un vieux bonhomme et sa femme, leurs enfants, leurs petits-enfants, et une autre génération encore, étaient tous là réunis, vêtus de leurs habits de fête. Le vieillard, d'une voix qui s'élevait rarement au-dessus des sifflements aigus du vent sur la lande déserte, leur chantait un Noël, déjà fort ancien, lorsqu'il n'était lui-même qu'un tout petit enfant. De temps en temps, ils reprenaient tous ensemble le refrain. Chaque fois qu'il chantait, le vieillard sentait redoubler sa vigueur et sa verve, mais chaque fois, dès qu'il se taisait, il retombait dans sa première faiblesse. L'esprit ne s'arrêta pas en cet endroit, mais ordonna à Scrooge de saisir fortement sa robe et le transporta, en passant au-dessus du marais. Où? Pas à la mer, sans doute. Si, vraiment, à la mer. Scrooge, tournant la tête, vit avec horreur, bien loin derrière eux, la dernière langue de terre, une rangée de rochers affreux. Ses oreilles furent assourdies par le bruit des flots qui tourbillonnaient, mugissaient avec le fracas du tonnerre, et venaient se briser au sein des épouvantables cavernes qu'ils avaient creusées, comme si, dans les accès de sa rage, la mer eût essayé de miner la terre. Bâti sur le triste récif d'un rocher rafleur d'eau, à quelques lieues du rivage, et battu par les eaux tout le long de l'année avec un acharnement furieux, se dressait un phare solitaire. D'énormes tas de plantes marines s'accumulaient à sa base, et les oiseaux des tempêtes engendrés par les vents, peut-être comme les algues par les eaux, voltigeaient alentour, s'élevant et s'abaissant tour à tour, comme les vagues qu'ils effleuraient dans leur vol. Mais même en ce lieu, 2 hommes chargés de la garde du phare avaient allumé un feu, qui jetait un rayon de clarté sur l'épouvantable mer à travers l'ouverture pratiquée dans l'épaisse muraille. Joignant leurs mains calleuses par-dessus la table grossière devant laquelle ils étaient assis,
Ils se souhaitaient l'un à l'autre un joyeux Noël en buvant leur grog, et le plus âgé des deux, dont le visage était racorni et couturé par les intempéries de l'air, comme une de ces figures sculptées à la proue d'un vieux bâtiment, entonna de sa voix rauque un chant sauvage qu'on aurait pu prendre lui-même pour un coup de vent pendant l'orage. Le spectre allait toujours au-dessus de la mer sombre et houleuse, toujours, toujours, jusqu'à ce que, dans son vol rapide, bien loin de la terre et de tout rivage, comme il l'apprit à Scrooge, ils s'abattirent sur un vaisseau et se placèrent tantôt près du timonier à la roue du gouvernail, tantôt à la vigie sur l'avant, ou à côté des officiers de quart, visitant ces sombres et fantastiques figures dans les différents postes où ils montaient leur faction. Mais chacun de ces hommes fredonnait un chant de Noël, ou pensait à Noël, ou rappelait à voix basse à son compagnon quelque Noël passé, avec les espérances qui s'y rattachent d'un retour heureux au sein de la famille. Tous, à bord, éveillés ou endormis, bons ou méchants, avaient échangé les uns avec les autres ce matin-là une parole plus bienveillante qu'en aucun autre jour de l'année. Tous avaient pris une part plus ou moins grande à ces joies. Ils s'étaient tous souvenus de leurs parents ou de leurs amis absents, comme ils avaient espéré tous qu'à leur tour ce qui leur était cher éprouvaient dans le même moment le même plaisir à penser à eux. Ce fut une grande surprise pour Scrooge, tandis qu'il prêtait l'oreille aux gémissements plaintifs du vent, et qu'il songeait à ce qu'avait de solennel un semblable voyage au milieu des ténèbres, par-dessus des abîmes inconnus, dont les profondeurs étaient des secrets aussi impénétrables que la mort. Ce fut une grande surprise pour Scrooge, ainsi plongé dans ses réflexions, d'entendre un rire joyeux. Mais sa surprise devint bien plus grande encore, quand il reconnut que cet éclat de rire avait été poussé par son neveu, et se vit lui-même dans une chambre parfaitement éclairée, chaude, brillante de propreté, avec l'esprit à ses côtés, souriant et jetant sur ce même neveu des regards pleins de douceur et de complaisance. « Ha 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 » faisait le neveu de Scrooge. « Ha 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 » S'il vous arrivait, par un hasard peu probable, de rencontrer un homme qui sut rire de meilleur cœur que le neveu de Scrooge, tout ce que je puis vous dire, c'est que j'aimerais à faire aussi sa connaissance. Faites-moi le plaisir de me le présenter, et je cultiverai sa société. Par une heureuse, juste et noble compensation des choses d'ici-bas, si la maladie et le chagrin sont contagieux, il n'y a rien qui le soit plus irrésistiblement aussi que le rire et la bonne humeur. Pendant que le neveu de Scrooge riait de cette manière, se tenant les côtes et faisant faire à son visage les contorsions les plus extravagantes, la nièce de Scrooge, sa nièce par alliance, riait d'aussi bon cœur que lui. Leurs amis réunis chez eux n'étaient pas le moins du monde en arrière, et riaient également à gorge déployée. « Ha 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 !» « Oui, ma parole d'honneur, il m'a dit, » s'écria le neveu de Scrooge, « que Noël était une sottise, et il le pensait. »« Ce n'en est que plus honteux pour lui, Fred, » dit la nièce de Scrooge avec indignation, car parlez-moi des femmes, elles ne font jamais rien à demi, elles prennent tout au sérieux. La nièce de Scrooge était jolie, excessivement fort jolie, avec un charmant visage, un air naïf, candide, une ravissante petite bouche qui semblait faite pour être baisée, et elle l'était sans aucun doute. Sur le menton, quantité de petites fossettes qui se fondaient l'une dans l'autre lorsqu'elle riait, et les deux yeux les plus vifs, les plus pétillants que vous ayez jamais vus, illuminaient la tête d'une jeune fille. En un mot, sa beauté avait quelque chose de provoquant peut-être, mais on voyait bien aussi qu'elle était prête à donner satisfaction. Oh, mais satisfaction complète. C'est un drôle de corps, le vieux bonhomme, dit le neveu de Scrooge. C'est vrai, et il pourrait être plus agréable, mais ses défauts portent avec eux leur propre châtiment, et je n'ai rien à dire contre lui. Je crois qu'il est très riche, Fred, poursuivit la nièce de Scrooge. Au moins vous me l'avez toujours dit. Qu'importe sa richesse, ma chère amie, reprit son mari. Elle ne lui est d'aucune utilité. Il ne s'en sert pour faire du bien à personne, pas même à lui. Il n'a pas seulement la satisfaction de penser, que c'est nous qui l'en fera profiter bientôt. Tenez, je ne peux pas le souffrir, continua la nièce. Les sœurs de la nièce de Scrooge et toutes les autres dames présentes exprimèrent la même opinion. Oh bien, moi, dit le neveu, je suis plus tolérant que vous. J'en suis seulement peiné pour lui, et jamais je ne pourrais lui en vouloir quand même j'en aurais envie. Car enfin, qui souffre de ses boutades et de sa mauvaise humeur? Lui seul. Ce que j'en dis, ce n'est pas parce qu'il s'est mis en tête de ne pas nous aimer assez pour venir dîner avec nous, car après tout, il n'a perdu qu'un méchant dîner. Vraiment, eh bien, je pense moi qu'il perd un fort bon dîner, dit sa petite femme l'interrompant. Tous les convives furent du même avis, et on doit reconnaître qu'ils étaient juges compétents en cette matière,
puisqu'il venait justement de le manger. Dans ce moment, le dessert était encore sur la table et il se pressait autour du feu, à la lueur de la lampe. Ma foi, je suis enchanté de l'apprendre, reprit le neveu de Scrooge, parce que je n'ai pas grande confiance dans le talent de ces jeunes ménagères. Qu'en dites-vous, Topper? Topper avait évidemment jeté les yeux sur une des sœurs de la nièce de Scrooge, car il répondit qu'un célibataire était un misérable paria qui n'avait pas le droit d'exprimer une opinion sur ce sujet. Et là-dessus, la sœur de la nièce de Scrooge, la petite femme rondelette que vous voyez là-bas avec un fichu de dentelle, pas celle qui porte à la main un bouquet de roses, se mit à rougir. Continuez donc ce que vous alliez nous dire, Fred, dit la petite femme en frappant des mains. Il n'achève jamais ce qu'il a commencé. Que c'est donc ridicule. Le neveu de Scrooge s'abandonna bruyamment à un nouvel accès d'hilarité. Et comme il était impossible de se préserver de la contagion, quoique la petite sœur Potelé essayât apparemment de le faire en respirant fort ce vinaigre aromatique, tout le monde, sans exception, suivit son exemple. J'allais ajouter seulement, dit le neveu de Scrooge, qu'en nous faisant mauvais visage et en refusant de venir se réjouir avec nous, il perd quelques moments de plaisir qui ne lui auraient pas fait de mal. À coup sûr, il se prive d'une compagnie plus agréable qu'il ne saurait en trouver dans ses propres pensées, dans son vieux comptoir humide ou au milieu de ses chambres poudreuses. Cela n'empêche pas que je compte bien lui offrir chaque année la même chance, que cela lui plaise ou non, car j'ai pitié de lui. Libre à lui de se moquer de Noël jusqu'à sa mort, mais il ne pourra s'empêcher d'en avoir meilleure opinion, j'en suis sûr, lorsqu'il me verra venir tous les ans, toujours de bonne humeur, lui dire « Oncle Scrooge, comment vous portez-vous » Si cela pouvait seulement lui donner l'idée de laisser 1200 francs à son pauvre commis, ce serait déjà quelque chose. Je ne sais pas, mais pourtant, je crois bien l'avoir ébranlé hier. Ce fut à leur tour de rire maintenant, à l'idée présomptueuse qu'il eût pu ébranler Scrooge. Mais comme il avait un excellent caractère et qu'il ne s'inquiétait guère de savoir pourquoi on riait, pourvu que l'on rit, il les encouragea dans leur gaieté en faisant circuler joyeusement la bouteille. Après le thé, on fit un peu de musique, car c'était une famille de musiciens qui s'entendaient à merveille, je vous assure, à chanter des ariettes et des ritournelles, surtout Topper, qui savait faire gronder sa basse comme un artiste consommé, sans avoir besoin de se gonfler les larges veines de son front, ni de devenir rouge comme une écrevisse. La nièce de Scrooge pinçait très bien de la harpe. Entre autres morceaux, elle joua un simple petit air, un rien que vous auriez pu apprendre à siffler en 2 minutes. Justement l'air favori de la jeune fille qui allait autrefois chercher Scrooge à sa pension, comme le fantôme de Noël passé le lui avait rappelé. À ses sons bien connus, tout ce que le spectre lui avait montré alors se présenta de nouveau à son souvenir. De plus en plus attendri, il songea que, s'il avait pu souvent entendre cet air depuis de longues années, il aurait sans doute cultivé de ses propres mains pour son bonheur les douces affections de la vie, ce qui valait mieux que d'aiguiser la bêche impatience du fossoyeur qui avait enseveli Jacob Marley. Mais la soirée ne fut pas consacrée tout entière à la musique. Au bout de quelques instants, on joua au gage touché, car il faut bien redevenir enfant quelquefois, surtout à Noël, un jour de fête fondé par un dieu enfant. Attention, voilà qu'on commence d'abord par une partie de Colin Maillard. Oh, le tricheur de Topper! Il fait semblant de ne pas voir avec son bandeau, mais n'ayez pas peur, il n'a pas ses yeux dans sa poche. Je suis sûr qu'il s'est entendu avec le neveu de Scrooge et que l'esprit de Noël présent ne s'y est pas laissé prendre. La manière dont le soi-disant aveugle poursuit la petite sœur rondelette au fichu de dentelle est une véritable insulte à la crédulité de la nature humaine. Qu'elle renverse le garde-feu, qu'elle roule par-dessus les chaises, qu'elle aille se cogner contre le piano, ou bien qu'elle s'étouffe dans les rideaux, partout où elle va, il y va. Il sait toujours reconnaître où est la petite sœur rondelette. Il ne veut attraper personne d'autre. Vous aurez beau le heurter en courant, comme tant d'autres l'ont fait exprès, il fera bien semblant de chercher à vous saisir, avec une maladresse qui fait injure à votre intelligence. Mais à l'instant, il ira se jeter de côté dans la direction de la petite sœur rondelette. Ce n'est pas de franc jeu, dit-elle souvent en fuyant. Et elle a raison. Mais lorsqu'il l'attrape à la fin, quand, en dépit de ses mouvements rapides pour lui échapper, et de tous les frémissements de sa robe de soie froissée à chaque meuble, il est parvenu à l'acculer dans un coin, d'où elle ne peut plus sortir, sa conduite alors devient vraiment abominable. Car sous prétexte qu'il ne sait pas qui c'est, il faut qu'il touche sa coiffure. Sous prétexte de s'assurer de son identité, il se permet de toucher certaines bagues qu'elle porte au doigt, de manier certaines chaînes passées autour de son cou. Le vilain monstre, aussi nul doute qu'elle ne lui en dise de sa façon de penser, maintenant que le mouchoir ayant passé sur les yeux d'une autre personne, ils ont ensemble un entretien si confidentiel, derrière les rideaux, dans l'embrasure de la fenêtre. La nièce de Scrooge n'était pas de la partie de Colin Maillard.
Elle était demeurée dans un bon petit coin de la salle, assise à son aise sur un fauteuil avec un tabouret sous les pieds. Le fantôme et Scrooge se tenaient debout derrière elle. Mais, par exemple, elle prenait part au gage touché, et fut particulièrement admirable à Comment l'aimez-vous avec toutes les lettres de l'alphabet. De même au jeu de Où, quand et comment, elle était fort habile, et, à la joie secrète du neveu de Scrooge, elle battait à plate couture toutes ses sœurs, quoiqu'elles ne fussent pas sottes. Non, demandez plutôt à Topper. Il se trouvait bien là environ une vingtaine de personnes, tant jeunes que vieux, mais tout le monde jouait, jusqu'à Scrooge lui-même, qui, oubliant tout à fait, tant il s'intéressait à cette scène, qu'on ne pouvait entendre sa voix, criait tout haut les mots qu'on donnait à deviner. Et il le rencontrait juste fort souvent, je dois l'avouer, car l'aiguille la plus pointue, la meilleure Whitechapel, garantie pour ne pas couper le fil, n'est pas plus fine ni plus déliée que l'esprit de Scrooge, avec l'air bené qu'il se donnait exprès pour attraper le monde. Le spectre prenait plaisir à le voir dans ses dispositions, et il le regardait d'un air si rempli de bienveillance que Scrooge lui demanda en grâce, comme l'eût fait un enfant, de rester jusqu'après le départ des conviés. Mais pour ce qui est de cela, l'esprit lui dit que c'était une chose impossible. « Voici un nouveau jeu, dit Scrooge. Une demi-heure, esprit, seulement une demi-heure. C'était le jeu appelé Oui et Non. Le neveu de Scrooge devait penser à quelque chose, et les autres cherchèrent à deviner ce à quoi il pensait. Il ne répondait à toutes leurs questions que par oui et par non, suivant le cas. Le feu roulant d'interrogations auxquelles il se vit exposé lui arracha successivement une foule d'aveux. Qu'il pensait à un animal, que c'était un animal vivant, un animal désagréable, un animal sauvage, un animal qui grondait et grognait quelquefois, qui d'autres fois parlait, qui habitait Londres, qui se promenait dans les rues, qu'on ne montrait pas pour de l'argent, qui n'était mené en laisse par personne, qui ne vivait pas dans une ménagerie, qu'on ne tuait jamais à l'abattoir, et qui n'était ni un cheval, ni un âne, ni une vache, ni un taureau, ni un tigre, ni un chien, ni un cochon, ni un chat, ni un ours. À chaque nouvelle question qui lui était adressée, ce gueux de neveu partait d'un nouvel éclat de rire, et il lui en prenait de telles envies qu'il était obligé de se lever du sofa pour trépigner sur le parquet. À la fin, la sœur Rondelette, prise à son tour d'un fou rire, s'écria « Et je l'ai trouvé! Je le tiens, Fred! Je sais ce que c'est! » « Qu'est-ce donc » demanda Fred. « C'est votre oncle, Scrooge !» C'était cela même. L'admiration fut le sentiment général, quoique quelques personnes fissent remarquer que la réponse à cette question « Est-ce un ours ?» aurait dû être oui. D'autant qu'il avait suffi dans ce cas d'une réponse négative pour détourner leurs pensées de M. Scrooge, en supposant qu'elles se fussent portées sur lui d'abord. « Eh bien, il a singulièrement contribué à nous divertir, dit Fred, et nous serions de véritables ingrats si nous ne buvions à sa santé. Voici justement que nous tenons à la main chacun un verre de punch au vin. Ainsi donc, à l'oncle Scrooge. Soit, à l'oncle Scrooge, s'écrièrent-ils tous. Un joyeux Noël et une bonne année au vieillard, n'importe ce qu'il est, dit le neveu de Scrooge. Il n'accepterait pas ce souhait de ma bouche, mais il l'aura néanmoins. À l'oncle Scrooge. L'oncle Scrooge s'était laissé peu à peu si bien gagner par l'hilarité générale. Il se sentait le cœur si léger qu'il aurait fait raison à la compagnie, quoiqu'elle ne s'aperçût pas de sa présence, et prononcer un discours de remerciement que personne n'eût entendu, si le spectre lui en avait donné le temps. Mais la scène entière disparut, comme le neveu prononçait la dernière parole de son toast, et déjà Scrooge et l'esprit avaient repris le cours de leur voyage. Ils virent beaucoup de pays, allèrent fort loin et visitèrent un grand nombre de demeures, et toujours avec d'heureux résultats pour ceux que Noël approchait. L'esprit se tenait auprès du lit des malades, et ils oubliaient leurs maux sur la terre étrangère, et l'exilé se croyait pour un moment transporté au sein de la patrie. Il visitait une âme en lutte avec le sort, et aussitôt elle s'ouvrait à des sentiments de résignation et à l'espoir d'un meilleur avenir. Il abordait les pauvres, et aussitôt il se croyait riche. Dans les maisons de charité, les hôpitaux, les prisons, dans tous ces refuges de la misère, où l'homme vain et orgueilleux n'avait pu abuser de sa petite autorité si passagère pour en interdire l'entrée et en barrer la porte à l'esprit, il laissait sa bénédiction et enseignait à Scrooge ses préceptes charitables. Ce fut là une longue nuit, si toutes ces choses s'accomplirent seulement en une nuit. Mais Scrooge en douta, parce qu'il lui semblait que plusieurs fêtes de Noël avaient été condensées dans l'espace de temps qu'ils passèrent ensemble. Une chose étrange aussi, c'est que, tandis que Scrooge n'éprouvait aucune modification dans sa forme extérieure, le fantôme devenait plus vieux, visiblement plus vieux.
Scrooge avait remarqué ce changement, mais il n'en dit pas un mot, jusqu'à ce que, au sortir d'un lieu où une réunion d'enfants célébrait les rois, jetant les yeux sur l'esprit quand ils furent seuls, il s'aperçut que ses cheveux avaient blanchi. « La vie des esprits est-elle donc si courte » demanda-t-il. « Ma vie sur ce globe est très courte, en effet, » répondit le spectre. « Elle finit cette nuit. »« Cette nuit » s'écria Scrooge. « Ce soir, à minuit. Écoutez, l'heure approche. » En ce moment, l'horloge sonnait les 3/4 de 11 heures. « Pardonnez-moi l'indiscrétion de ma demande, » dit Scrooge, qui regardait attentivement la robe de l'esprit. « Mais je vois quelque chose d'étrange et qui ne vous appartient pas sortir de dessous votre robe. Est-ce un pied ou une griffe ?»« Ce pourrait être une griffe, à en juger par la chair qui est au-dessus, » répondit l'esprit avec tristesse. « Regardez. » Des plis de sa robe, il dégagea 2 enfants, 2 créatures misérables, abjectes, effrayantes, hideuses, repoussantes, qui s'agenouillèrent à ses pieds et se cramponnèrent à son vêtement. « Oh, homme, regarde, regarde, regarde à tes pieds !» s'écria le fantôme. C'était un garçon et une fille, jaunes, maigres, couverts de haillons, au visage renfrogné, féroce, quoique rampant dans leur abjection. Une jeunesse gracieuse aurait dû remplir leurs joues et répandre sur leur teint ses plus fraîches couleurs. Au lieu de cela, une main flétrie et desséchée, comme celle du temps, les avait ridés, amaigris, décolorés. Ces traits où les anges auraient dû trôner, les démons s'y cachaient plutôt pour lancer de là des regards menaçants. Nul changement, nulle dégradation, nulle décomposition de l'espèce humaine à aucun degré, dans tous les mystères les plus merveilleux de la création, n'ont produit des monstres à beaucoup près aussi horribles et aussi effrayants. Scrooge recula, pâle de terreur. Ne voulant pas blesser l'esprit, leur père peut-être, il essaya de dire que c'étaient de beaux enfants. Mais les mots s'arrêtèrent d'eux-mêmes dans sa gorge, pour ne pas se rendre complice d'un mensonge si énorme. « Esprit, est-ce que ce sont vos enfants ?» Scrooge n'en put dire davantage. « Ce sont les enfants des hommes, » dit l'esprit, laissant tomber sur eux un regard, « et ils s'attachent à moi pour me porter plainte contre leur père. Celui-là est l'ignorance, celle-ci la misère. Gardez-vous de l'un et de l'autre et de toute leur descendance, mais surtout du premier, car sur son front je vois écrit « Condamnation ». Hâte-toi, Babylone, dit-il en étendant sa main vers la cité. Hâte-toi d'effacer ce mot qui te condamne plus que lui, toi à ta ruine, comme lui au malheur. Ose dire que tu n'en es pas coupable, calomnie même ceux qui t'accusent. Cela peut servir au succès de tes desseins abominables. Mais égare la fin. N'ont-ils donc aucun refuge, aucune ressource s'écria Scrooge. N'y a-t-il pas des prisons dit l'esprit, lui renvoyant avec ironie pour la dernière fois ses propres paroles. N'y a-t-il pas des maisons de force? L'horloge sonnait minuit. Scrooge chercha du regard le spectre et ne le vit plus. Quand le dernier son cessa de vibrer, il se rappela la prédiction du vieux Jacob Marley, et levant les yeux, il aperçut un fantôme à l'aspect solennel, drapé dans une robe à capuchon, et qui venait à lui, glissant sur la terre comme une vapeur. Et c'est la fin du 3e couplet, le second des 3 esprits. Pour le 4e et 5e couplet, et donc la fin de cette œuvre, ça sera vendredi à 21h. Mais pour l'heure, c'est la fin de ce live, les amis. Nous passons à l'outro. J'ai beaucoup plus apprécié cette seconde partie de lecture à titre perso. Je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant. Le fait d'amener Scrooge voir des gens qui sont pas forcément dans les meilleures conditions, entre guillemets, pour être heureux, et qui pourtant sont heureux, c'est déjà une chose, et je trouve que c'est typiquement le stéréotype des programmes de Noël, par exemple. Donc déjà, ce truc-là, d'aller montrer la misère, etc., et que malgré tout, dans la misère, il y a de la joie et du bonheur, peut-être même plus que chez certaines personnes aisées, ou pas dans le besoin. Ça, c'est un poncif très 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 connu de ce genre d'œuvre, et je trouve ça cool que Scrooge passe par cette étape, que l'esprit lui montre cela, mais qu'en plus, ça aille encore plus loin,
et qu'on aille lui montrer plusieurs personnes de son entourage qui pensent à lui et qui se disent que quelque part, en fait, qui quelque part ont de la peine pour lui, le prennent en pitié, et qui se disent que Scrooge doit vraiment avoir une vie triste et que c'est un triste personnage en fait. Euh, le mettre, voilà, le confronter au fait que certaines personnes puissent avoir de la compassion pour lui, de l'empathie pour lui. Je trouve que c'est fort parce que ça doit lui faire un espèce d'électrochoc, quoi. Il y a un truc comme ça qui lui montre que malgré toutes les apparences, euh, eh bien, c'est peut-être aussi lui-même, quelque part, qui s'est enfoncé dans la misanthropie, quoi. C'est hyper stylé, c'est hyper intéressant, je trouve. Par contre, je manque vraiment d'air. Je dois vous avouer que je suis assez content, entre guillemets, que ce soit la dernière lecture de l'année et que je n'enchaîne pas avec une autre lecture ensuite, même si je vais faire des épisodes de découverte de l'univers de League of Legends, donc ça s'approchera d'un live de lecture. Mais tout simplement parce que, bah, justement, en cette période de fin d'année, euh, j'ai un peu tendance à avoir les lèvres sèches, à avoir en fait tout ce qui me permet de faire une lecture correcte, un petit peu sec. Donc c'est pas facile pour moi là, la lecture. C'est beau ces passages, c'est moins niais que les téléfilms de Noël. Je suis d'accord avec toi, Zikael. Je dirais que dans les téléfilms de Noël, ils ont vraiment gardé uniquement ce côté un peu haut en couleur et ouais, niais. Alors qu'il y a quelque chose de bien plus profond et de beaucoup plus touchant, possiblement. Typiquement, j'imagine très bien les moments touchants d'un chant de Noël de Dickens dans un téléfilm, et je pense que ce serait les moments dans un téléfilm que je trouverais gnangnan et ridicule, alors que dans le bouquin, c'est les passages que j'ai tendance à préférer et à trouver les plus intéressants et les plus pleins de sens, en fait. Donc ouais, au final, ça n'a jamais été bien fait, peut-être. Bon, après, je n'ai pas vu toutes les œuvres de Noël du monde, donc voilà, je vais pas arranger tout le monde dans le même panier, mais non, c'est très intéressant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et que Scrooge, comme ça, ait des cas de conscience, je trouve ça hyper intéressant. Du coup, j'aime beaucoup la manière dont a été traité les Noëls passés. J'aime beaucoup la manière dont est traité le Noël présent. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup l'allégorie en fait que sont les esprits. Là, c'est clair et net. Il y a vraiment même un travail de l'allégorie par Dickens que j'aime beaucoup. Par exemple, bah, le Noël présent. Forcément, le présent, c'est un court temps. Et du coup, de faire qu'il ait vieilli en une nuit, je trouve ça hyper ingénieux, ouais, je trouve ça hyper intelligent, hyper smooth, hyper smart d'avoir eu cette idée-là et d'avoir glissé ça dans la description du personnage. Je trouve que ça l'ancre encore plus dans son rôle d'allégorie de Noël. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien la manière d'écrire de Dickens en fait. Je m'attendais à pas aimer du tout ça et à trouver ça trop misérabiliste, etc. par rapport à l'idée que je m'en faisais avec Oliver Twist par exemple. Et en fait, pour le moment, dans Un chant de Noël, j'apprécie bien la plume de Dickens. Il y a quelque chose encore une fois de l'ordre du jeu, de l'ordre du ludique que j'aime beaucoup. Alors ça va aussi potentiellement avec le thème de l'œuvre, parce que là on a eu les jeux de Colin Maillard, etc. C'est trop marrant en vrai. Les gages touchés, j'imagine que ça doit être touche-touche ou trap-trap ou ce genre de choses. C'est trop marrant en vrai de voir ces noms de jeux. Euh, donc voilà, là il y a quelque chose voilà, de l'ordre du jeu clairement, explicitement dans les thèmes aussi abordés. Mais je trouve même que malgré tout, dans la manière d'écrire de Dickens, il y a quelque chose d'assez ludique. Encore une fois, dans sa manière de construire ses phrases, de créer des attentes dans ses phrases, de créer des twists dans ses phrases, et aussi dans sa manière de s'adresser au lecteur et de dire:
Ah mais non, c'est pas un tel que vous voyez, c'est l'autre. Ça, j'ai trouvé ça vachement, vachement bien foutu. Euh, voilà, tous ces brisages de quatrième mur, je trouve qu'ils sont intéressants. Et ouais, il y a quelque chose de vachement ludique dans son écriture, donc j'apprécie pas mal, j'apprécie pas mal. Ce sera peut-être pas l'une de mes œuvres préférées, ce sera peut-être pas un livre qui me marquera à vie, où je me dirais, ah ouais, vraiment, mon livre préféré, c'est Un chant de Noël de Dickens. Mais en tant qu'œuvre de Noël, je trouve ça vraiment magistral. Et clairement, quand j'y repenserai, je me dirais que c'était vraiment une bonne petite histoire, une bonne petite aventure. C'est vraiment très cool. Voilà, voilou. C'était l'avant-dernier live sur Un chant de Noël de Charles Dickens. Le dernier, c'est vendredi à 21h. N'hésitez pas en rediffusion à mettre un like ou un dislike en bas de cette vidéo selon votre appréciation de la lecture et du live, enfin de la rediff. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'allais dire exactement la même chose. N'hésitez pas à vous abonner, à m'envoyer des messages en privé, à me suivre sur les réseaux, bref. Faites ce que vous voulez, mais juste, on maintient le dialogue ensemble, ça c'est cool. Et du coup, ben, je ne saurais trop vous recommander d'aller jeter un œil dans la description de la vidéo, où vous trouverez un lien vous permettant bah, d'acheter mon livre qui vient de sortir, Triptyque. Et puis, écoutez, je vais pas faire plus long que ça. On se retrouve dès demain pour un nouveau live à 14h. Un live de gaming sur Winking League of Legends Story. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live de gaming. Et ça fait déjà 3 semaines que je me retiens de lancer ce jeu pour pouvoir le faire en live. Croyez-moi que j'ai une hâte incroyable. Je suis super chaud. Allez, on est parti. Ça y est, on est bien lancé dans ce calendrier de l'Avent. Maintenant, on va aller jusqu'au bout avec entrain et enthousiasme. Et on va partager plein de choses très très cool dans les jours et les semaines à venir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci de m'avoir tenu compagnie, l'écoute aux portes Ezekiel lors de ce live. Bonne soirée, bonne nuit, à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, une prochaine partie de gaming, ou que sais-je encore, car bien des choses arrivent. Et bye bye, oh 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 oh.